Allez. C'est un jeu, ça, non? On reprend. On continue. Alors, je me permets d'insister pour que quand vous preniez la parole, vous fassiez l'effort de parler bien fort, parce que dans cette salle, on va vite ne pas s'entendre. Il faut parler pour le plus loin d'entre nous. Voilà. Une première parole. Non, oui, donc je faisais le constat à l'instant que l'intercommunalité, elle avait effectivement augmenté le nombre de producteurs bio depuis 15 ans, mais s'il n'y avait pas un effet aujourd'hui, un effet d'entraînement, pour l'instant, on n'a pas une transformation du territoire aujourd'hui. Voilà, peut-être, comme je disais, tu peux compléter un peu les constats. Tu avais commencé sur la restauration collective, donc on va peut-être y venir, mais effectivement, sur les chiffres de la bio, on n'est pas très loin de la moyenne nationale, qui, suivant les départements, on va dire, c'est entre 4 et 6% de la surface agricole utile qui est en bio. On a des très bons élèves comme la Drôme, c'est le premier département en bio de France. Et puis des moins bons élèves, mais en gros, on est tous à peu près moyens, on va dire. Et effectivement, dans le Grésivaudan, il y a énormément de jeunes qui veulent s'installer. Moi, j'en vois passer beaucoup sur l'exploitation. Je dirais que rien qu'en maraîchage bio, j'en vois à peu près une dizaine chaque année. Il n'y en a pas 10 qui s'installent. Le problème étant, effectivement, Gérard Lorenz pourra en parler beaucoup plus facilement que moi, c'est le foncier, sans doute, entre autres. Et puis, la problématique d'augmenter les surfaces bio ne se fera pas par le biais des installations de jeunes agriculteurs comme on a actuellement. Parce que des jeunes qui s'installent ici vont s'installer sur 1, 2, 3 hectares parce qu'il n'y a pas de surface disponible. Plus de la moitié des gens qui s'installent sont hors cadre familial, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de terrain en général. Donc ça devient très difficile à trouver. Et donc les sauts, entre guillemets, quantitatifs de surface bio ces dernières années sont faites souvent au gré des crises, que ce soit du lait, de la viande, crise de prix, on va dire. C'est-à-dire qu'au niveau économique, quand il y a eu un intérêt à passer à la bio, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question, et c'est là qu'il y a eu des conversions. Et évidemment, André parlait du maïs, c'est un exemple caricatural, mais si on prend effectivement une grosse exploitation de maïs qui a 200 hectares, si elle passe au bio, en pourcentage, ça se connaît sur le Grésivaudan. Alors que 3 ou 4 jeunes qui s'installent sur 1 ou 2 hectares en maraîchage, c'est peanuts. Voilà, donc c'est une des problématiques qu'on a actuellement, c'est les agriculteurs qui sont en place. On ne pourra pas pousser les murs, puisque voilà, le foncier, c'est une autre problématique, il faut travailler dessus, je ne dis pas le contraire, mais pour l'instant, on n'arrive pas à avancer. Par contre, une autre des problématiques, nous, pour le développement de la bio, c'est comment accompagner les agriculteurs qui ne sont pas en bio, mais qui veulent, ou qui se posent la question, parce qu'il y en a pas mal. Il ne faut pas croire qu'il y a des conventionnels qui ne veulent pas entendre parler de la bio et qu'il y a un clivage énorme. Il y en a beaucoup qui se posent des questions pour plein de raisons. La problématique, c'est de les accompagner et l'accompagnement, c'est technique, c'est économique. Vous avez peut-être être suivi que dernièrement, ce ministère a diminué les crédits alloués à la bio, contrairement à ce qu'il avait annoncé au Salon de l'agriculture. Donc effectivement, il y a une problématique sur cette augmentation de surface en bio. Jean-Christophe parlait de la restauration collective. Effectivement, ça peut être un des leviers, c'est-à-dire que s'il y a une grosse demande de produits bio, il y a un débouché économique et donc des gens qui se posent la question auront plus de facilité à passer à la bio s'ils sont sûrs de vendre leurs produits à un tarif correct. La problématique, c'est qu'actuellement, beaucoup de collectivités y réfléchissent, très peu ont fait le pas. Grenoble a annoncé qu'effectivement, ils
se donnaient tout leur mandat pour passer toutes les écoles en bio. 100% des écoles en bio, ça veut dire 10 000 repas jour. Donc effectivement, on peut faire vivre du monde en agriculture avec 10 000 repas jour. Si le Grésivaudan s'y met, le Voironnais commence à s'y mettre, il y a un appel énorme vers la bio qui devrait dynamiser un petit peu les conversions. C'est un terme, je n'ai pas trouvé de mieux, mais c'est le terme qu'on utilise. C'est un peu religieux, mais bon. La problématique est là, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une demande dans les collectivités. Tout le travail de promotion de la bio qui a été fait, je trouve qu'il porte ses fruits. C'est-à-dire que les gens maintenant sont sensibilisés à ce problème-là. Et j'ai peur qu'avec notre problématique foncière notamment, on aille vers une grosse demande de produits bio, mais personne pour fournir. Et donc, effectivement, je me dis que politiquement, ça doit parler à des élus de, entre guillemets, dérouler un tapis rouge aux bio italiens et espagnols, parce que localement, eh ben, on ne produit pas grand-chose. Et ça, c'est... Là-dessus, il y a des... Moi, j'attends pas des solutions, mais j'attends effectivement des réponses, des positionnements là-dessus, parce que c'est une grosse problématique. Comment on va nourrir en bio localement? Parce que actuellement, on essaye de nourrir localement le plus possible. Moi, je dis attention, parce que si je tiens à la bio, c'est ma seule garantie en tant que consommateur que le travail fait par le paysan est vérifié par quelqu'un. Il y a beaucoup de gens en conventionnel qui travaillent très bien, voire mieux qu'en bio, puisqu'il y a des gens qui sont passionnés aussi et qui savent très bien cultiver sans mettre de saloperie dans leurs produits. Par contre, à part leur bonne foi, leur bonne tête, rien ne me prouve qu'ils font ce qu'ils disent. Et donc c'est pour ça que moi je tiens quand même à ce qu'on essaye d'estampiller bio ce qu'on donne à manger à nos enfants, parce qu'au moins j'ai une garantie derrière que c'est pas n'importe quoi qui va dans leurs assiettes. Alors après, c'est un de mes chevaux de bataille, c'est le bio pour les enfants dans les écoles. Les maisons de retraite, je dirais que un petit peu méchant, je m'en fous un peu, parce que les anciens mangent bio, c'est très bien, mais je pense que la priorité santé, c'est que les enfants mangent bio déjà. Merci. Voilà. Je vais me faire des amis. Non, mais je te comprends. Enfin, j'ai bien entendu, là, il y a une forte demande de produits bio, c'est vrai, et on ne pourra pas y répondre. Mais de toute façon, la base du problème, c'est le foncier. De toute façon, la base reste le foncier. Parce que moi, je suis comme vous, j'ai beaucoup de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, qui m'appellent, parce que bon, j'ai quelques notions d'installation, puis j'en ai quand même installé quelques-uns, et on est toujours sur la recherche du foncier. Alors, avant tout, le foncier, bon, parce que ce soit le foncier, c'est un problème politique. C'est un problème politique. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre, de toute façon, on va parler avec la langue de bois, il ne faut pas attendre que la communauté de communes fasse des efforts pour récupérer du foncier, parce que ce n'est pas dans les tuyaux de la communauté de communes. On a mis de l'agriculture, mais on ne parle pas d'agriculture, c'est de l'agriculture administrative aujourd'hui. Celle-là, elle est facile à faire, mais l'agriculture, elle se fait sur le terrain. Alors aujourd'hui, moi, je travaille dans ce sens, hein, sur ma commune notamment. Moi, je dis mon exemple, c'est qu'aujourd'hui, commune de Pinson. Aujourd'hui, tout ce qui est à ma demande par les notaires ou trucs sur des terrains, c'est moi qui vais sur la matrice et qui regarde, et moi, j'ai la volonté de récupérer tout ce qui traîne, qui peut servir de l'agriculture. C'est pour ça que 2008, plus d'agriculteurs à Pinceau, 2011, 3 agriculteurs en bio, parce que derrière, il y avait cette volonté politique d'installer. J'ai encore des demandes, j'ai plus de terrain. Alors, mais enfin, aujourd'hui, c'est le même problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque commune, et moi, c'est aussi le discours que j'ai avec mes collègues des mairies rurales, la base, c'est la volonté politique de dire, aujourd'hui, sur mes terrains, là-dessus, je mets au là. Le droit de préemption, il existe. Hein. Moi, je le fais. Je l'ai pris sur des zones comme ça. Voilà. Parce que là, je suis descendu, j'ai passé mon après-midi à Grenoble, je suis descendu dans la vallée, bon, de la montagne, de temps en temps, je descends la vallée, mais quand je vois ce qui se passe en traversant Tansin, La Pierre, aujourd'hui, toutes ces constructions nouvelles, où on a bouffé du terrain agricole, aujourd'hui, hein, avec des panneaux, là, lotissement, cette villa future et tout, bah, ça, c'est à chacun
je veux dire, d'être réactif là-dessus, mais c'est avant tout déjà au maire de la commune à dire, attends, il faut réfléchir. Si demain tu veux bouffer des pastilles de moellon, tu vas bouffer des pastilles de moellon, hein, de toute façon. Non mais aujourd'hui c'est ça. Et aujourd'hui, moi ce qui me perturbe encore plus, c'est que dernièrement la Bussière, par exemple, je prends le cas de la Bussière, on perd 12 hectares de terrain agricole, sans intrants, de beaux terrains agricoles pour faire une zone d'activité. Sachant qu'à la communauté de communes, des zones d'activité, on en a plein, et le taux de remplissage actuellement des zones d'activité, des reprises, c'est à peine 30%. Alors aujourd'hui, on a Tico à Chapareillan, on a Moulin-Vieux, on a des trucs comme ça qui traînent, où il n'y a rien, toutes des friches industrielles qu'il faudrait restructurer en bureau, faire des trucs comme ça, on continue. Et ça, André est là pour en témoigner. Moi, j'étais à la commission agriculture, quand j'ai demandé qu'il y ait une vraie politique foncière et qu'on ne m'a pas répondu, j'ai quitté la commission agriculture de la communauté de communes parce que je suis absolument opposé à la politique actuelle qui est faite. Mais aujourd'hui, la base, c'est ça. C'est au niveau des communes, parce que moi, je suis d'accord. Moi, mes agriculteurs, si 12 hectares à la Bussière, ça les aurait bien intéressés hein, pour faire leur céréales et tout. Mais aujourd'hui, le rôle dans une communauté de communes, une commission agricole, c'est que quand on décide ça en communauté de communes, en conseil communautaire, c'est de lever le doigt et de dire attendez, moi je défends l'agriculture et là-dessus, je mets en haut là et on en discute. Aujourd'hui, le débat n'existe pas. Donc voilà, moi je me sens un peu, comment dire, un peu extérieur à tout ça, parce que bon, on dit celui-là, le révolutionnaire de la montagne, là on commence à nous casser les couilles, hein, de toute façon, on parle comme il faut. Mais de toute façon, j'aime bien, moi, j'aime bien. Non, mais il t'aime bien aussi. Alors je veux dire, voilà, mais après, le départ, c'est ça, c'est qu'il faut... Là, je vais avoir rendez-vous avec le maire de Grenoble très prochainement pour discuter justement de produits de ça, de l'agriculture, et puis surtout ramener les jeunes du monde urbain sur le monde rural pour qu'ils apprennent aussi à toucher, à connaître. Mais on a besoin derrière, effectivement, d'être aidés. Alors, le centenaire de Lien, bon, moi j'étais bien très ami avec Bernard, voilà, donc je connais bien le système, là. C'est un truc, mais là, il ne faut pas rester trop isolé. Il faudrait. Est-ce que vous avez rencontré la communauté de communes, la personne qui s'occupe de l'agriculture? Je pense que c'est là qu'il faut y aller. Et puis la démarche, vous disiez la démarche autour des collectivités. Moi, Terre de Lien, je l'ai eu parce qu'avec Bernard, je le connaissais, mais si ça n'avait pas été Bernard, est-ce que j'aurais rencontré quelqu'un? C'est ça la question. Mais pour rebondir, puis après j'ai essayé de me taire parce que je parle beaucoup, Moi aussi, mais sur la problématique foncière, bon, nous ça fait 4 ans avec le Grésivaudan qu'on fait le forcing, il n'y a rien qui bouge, absolument rien qui bouge. Donc là, on va s'entendre, mais il faut voir que dans le Voironnais, on nous dit que le Grésivaudan s'est tendu foncièrement, le Voironnais, je ne pense pas que ce soit beaucoup moins tendu. Dans le Voironnais, on a récupéré 100 hectares à la communauté de communes pour installer des agriculteurs bio. C'était un choix de la collectivité. Donc pourquoi dans le Voironnais on récupère 100 hectares et dans le Grésivaudan on nous dit on en récupère 0, sachant que tout de même quand il y a des élus qui se disent bon ben moi je vais m'y mettre, hein, on a l'exemple à Montbonneau, on arrive à récupérer 4, 8 hectares. À Crolles, c'est un peu plus petit, mais vous avez quand même réussi à trouver quelque chose. Disons quand quelqu'un s'y met, finalement on en trouve du terrain. Et ça, je pense que c'est important que tout le monde l'ait en tête. C'est effectivement du terrain, il y en a aussi. Alors, il y en a aussi en friche qui est figé, ça c'est une autre problématique. Pour moi, c'est des terrains qu'on devrait quasiment préempter, parce que des terrains qui sont depuis 30 ans en friche et que les gens nous disent non, non, je ne veux pas le vendre, des fois que ça devienne constructible, j'en ai plein autour de chez moi, de mon exploitation, ça c'est anormal. Mais disons que s'il y a une volonté politique, je suis convaincu aussi, et c'est pour ça que je suis aussi venu là ce soir, en parlant de futurs élus, et puis il y a des gens qui sont aussi élus, c'est qu'en fait il ne faut pas attendre grand-chose de la Comcom, en tout cas chez nous, pour l'instant, ou en tout cas, tant que ça ne passe pas, localement, on peut faire quelque chose. Il faut se dire, bon, ben moi j'ai cette envie-là, je vais essayer de me bouger. Je vais distribuer la parole puisque... Disons, sur la commune d'Alvar, il y a un maraîcher bio qui s'est installé il y a quelques années et qui aujourd'hui nous annonce que tout s'arrête. Alors j'aimerais, disons, je connais un peu vraiment l'histoire, mais j'aimerais en savoir un peu plus quoi, sur l'arrêt de cette exploitation, parce que c'est quand même, c'est vrai que c'est un échec. Je crois que c'est un exemple concret de ce que M. le maire de Pinceau vient de développer, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, tout simplement. C'est un problème d'urbanisme, c'est-à-dire que moi je suis installé sur 1,6 hectare, enfin j'emploie le présent encore, mais c'est bientôt le passé.
il n'y a pas eu un accueil favorable de la commune pour se dire on accueille un agriculteur et on l'aide à s'installer. S'installer au vrai sens du mot, s'installer c'est venir, produire et y rester. Malgré les propositions de dire racheter cette parcelle parce qu'elle est privée aujourd'hui par la commune et avec les deux bouts d'à côté qui appartiennent à la commune, il y a moyen d'en faire un bien communal et de toujours contractualiser avec un agriculteur pour qu'il y ait toujours un paysan sur la commune d'Alvar. La réponse a été de dire on va faire une résidence 4 étoiles sur cette parcelle, monsieur. Sachant qu'aujourd'hui on ne remplit pas les hôtels sur Alvar et que je suis sûr que dans 10 ans, il n'y aura toujours pas un promoteur qui aura mis 1 million d'euros pour faire une résidence 4 étoiles. Parce que c'est pas du tout dans le vent. Enfin, je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un va prendre 150 euros pour louer une chambre et venir à Alvar dans une résidence grand luxe, en plus entre un gymnase et un collège face à un petit barrage EDF. Je pense pas que... Donc voilà le problème. Donc moi, j'ai peut-être pas assez de courage, mais en tout cas, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Parce que j'ai pas la force de lutter et que je vais où c'est plus facile. Donc c'est un peu une fuite, genre... C'est dommage pour nous. C'est très émotionnel aussi, hein, vous le sentez peut-être, mais c'est bon. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il reste espace vide et du coup, il y a encore plus de chances qu'il soit démotivé. On peut pas développer une activité agricole si on n'a pas un peu de visibilité sur ce qui va arriver devant. J'avais besoin de monter une serre supplémentaire. On m'a dit que ça ne serait pas possible parce que la parcelle allait être classée en zone infrastructure touristique. J'avais besoin d'assurer mon approvisionnement en eau, donc de faire un investissement, mais si je ne sais pas si l'année prochaine je cultive encore. Donc c'est une insécurité qui fait qu'on ne peut pas voir un petit peu devant et se dire ben j'y vais quoi. Donc c'est vrai que là dans quelques mois il n'y aura plus rien, il y aura une terre en jachère que j'ai essayé de choyer pendant 4 ans, j'ai mis beaucoup de fumier, j'ai mis du cœur, j'ai mis tout ce que j'aime, mais voilà. Ouais. Et du coup tu pars vers où? Je pars là où il y a beaucoup de foncier. Agricole. Agricole. Entre la Dordogne et la Haute-Vienne, limite Aquitaine-Limousin. Cécile avait demandé la parole. Il faut faire ce qui est juste pour vous. Moi, je pense que ça, c'est important, effectivement, dans ce genre de décision. Donc, Cécile Bachelot, je suis adjointe à l'urbanisme au Touvet. Et on est en train aussi... Alors, je parle un peu plus fort. Oui, un peu plus fort, s'il te plaît. Ok. On est en train aussi, sur le Touvet, de faire le point du foncier. Et effectivement, je pense qu'il y a une partie qu'on va repasser en agricole. Mais c'est vrai qu'on se bat pas mal avec la communauté de communes, puisqu'on est concerné par une zone... artisanale, une future, probable, voire plutôt improbable zone artisanale sur le Touvet, dans la plaine, vraiment entre la fin de la zone artisanale du Touvet, pour ceux qui connaissent, et puis quasiment la forêt alluviale de l'Isère. Et voilà, et d'abord c'est une bonne terre, et surtout c'est une zone qui demanderait des investissements financiers incroyables pour qu'elle puisse un jour être urbanisée, autant en assainissement, en route, etc. Et que c'est une certitude que la communauté de communes ne va pas investir cette zone dans les 10-15 ans qui viendront, parce que c'est budgété nulle part et que de toute façon il n'y a pas le budget pour faire ce genre de projet. Et on est en train d'essayer de se battre pour qu'au moins en attendant, à défaut de la passer en zone agricole, puisqu'on pour l'instant, on n'y arrive pas, mais qu'au moins, en attendant, elle puisse être louée à des agriculteurs, parce qu'il y a quand même un peu de quoi voir venir. Et puis qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire et d'espérer qu'effectivement, quand des agriculteurs, même si on a vu que pour des gros projets, ils ont su mettre les agriculteurs dehors, hein, mais voilà, on espère toujours que quand c'est planté, c'est quand même plus difficile de déloger. La preuve en est que non. Mais voilà,
Vous êtes en... C'est de la- Pourquoi vous la la passez compagnie, ce Pourquoi vous projet. n'arrivez pas à la passer en zone Si vous êtes en révision de C'est quoi, PLU, c'est vous le la PLU passez comme vous voulez. Parce que c'est Parce une que zone comme une autre. c'est une zone qui est maintenant, le Grésivaudan a acheté tout le terrain. Ah, d'accord. Il est maître du foncier vraiment de l'ensemble de la zone. Et pour pouvoir changer la destination de cette zone, il faut au PLU, auprès de la DDT, il faut l'accord du Grésivaudan qui ne nous donne pas cet accord-là. Donc la pour zone, l'instant, on se bat pour qu'au moins c'est La zone est communautaire. La zone est communautaire, tout à fait. Ça devrait être plus facile. Mais oui, je devrais pas le Oui, mais bon, rendre non, Si on peut donner des millions d'euros en 2017, Oui, mais voilà. on n'a pas beaucoup Par d'argent exemple. pour l'agriculture. Et je rajouterais que notre maire, qui se bat aussi pour le projet, pourtant vice-présidente à l'aménagement, a du mal à faire bouger le bureau sur ces thèmes-là. Donc je pense que c'est important de continuer à venir faire des demandes très régulières à la communauté de communes, parce qu'il y a un moment où, quand les demandes viennent régulièrement, voilà, ça peut aider aussi à faire bouger les élus, hein, je pense. Même si tout ça est très long. Il y a un monsieur en rouge qui... Oui, moi je Excusez-moi, voulais j'ai pas revenir reconnu. avant le foncier, parler de la production bio. Et ici, on est quelques agriculteurs. En particulier, enfin, moi je suis sur la Chapelle du Bar, mais on en a sur Pinceau qui sont en bio. Il faut savoir aussi ce que ça veut dire d'être en bio ici. C'est-à-dire qu'on a un éleveur de brebis qui fait de l'agneau en vente directe, qui est en bio. Comme il ne peut pas faire ses foins, il achète son foin bio à 300 km d'ici. On lui a donné 7 000 € à la communauté de communes. Je pense qu'il les a mangés dès la première année en achetant son foin bio à 300 km. L'autre, c'est un éleveur de poulets. Les poulets, vous savez, ils ne mangent pas que des patates, ils mangent surtout des céréales. Il les achète bio parce que lui, il ne peut pas produire et il les paye très cher. Les 7 000 € qu'on lui a donnés, ils ont déjà été mangés. Donc je pense qu'il faut aussi prendre du recul pour savoir ce que ça veut dire produire bio ici, sachant que on est très peu nombreux à pouvoir être autonomes. Du coup, on peut cultiver l'herbe, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, vouloir à tout prix nous faire passer en bio, je pense que c'est une ineptie. Ça ne cadre pas du tout avec notre situation. Il faut trouver autre chose. Et ça, c'est important. Nous, on n'y est pas. Tu veux dire qu'il faudrait un cahier des charges, un peu comme on a en AMAP, qui certifie la démarche Oui, de... enfin, je ne te rejoins pas tout à fait, parce que tu dis un cahier des charges bio, c'est la garantie que l'éleveur travaille bien. Nous, on vend nos produits. Et la meilleure garantie, c'est qu'en vendant nos produits, on assure derrière qu'on travaille comme il faut. Alors, c'est peut-être pas suffisant aux yeux des gens, mais je pense que si on est honnête, on est capable de certifier nos produits. On n'a pas besoin d'un cahier des charges. Parce que tu es en Tu vente peux en directe. avoir un. Oui, je suis en vente directe. Quand je parlais de la restauration collective, c'était plus que là on achète à. Je pense qu'il ne faut pas avoir le mal à partout. du monde. Ah non, non, Je pense que toi, il n'y a pas que les gens qui sont en bio qui sont bien. Il a dit d'ailleurs. Nous, je dis pas que moi je suis bien. Ouais, faut être clair là-dessus. Après, pour l'autonomie, on essaye justement de mettre en place, notamment avec Aldo et puis un autre éleveur qui est de poules qui est sur le plateau de Saint-Hilaire, une coopération avec des céréaliers du Nord-Isère en bio. C'est bien. Mais je reviens au moutonnier aussi. Lui, il est en bio, mais c'est quoi sa vraie image? C'est un producteur en montagne, il avait largement de quoi favoriser sa production, en faire la promotion à travers l'image montagne. Il n'a pas besoin de l'image bio. Parce qu'en fait, derrière l'image montagne, il y a ce côté naturel, il y a ce côté bio, il l'a déjà, quoi. Et en fait, on lui demande... Je pense qu'ici, nous, il faut à tout prix qu'on favorise une image de marque liée au territoire, pas forcément quelque chose de plus ou moins technocratique, qui se cache derrière un cahier des charges qui s'appellerait bio. Voilà. Je pense qu'on a valorisé d'autres choses à partir de méthodes dites douces ou respectueuses de l'environnement, mais pas forcément bio. Le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un regarde derrière. C'est pour ça que je défends le cahier des charges bio. À part quelqu'un qui nous dit, moi je travaille bien, j'en connais, hein, sur le marché j'en ai croisé. Mais il suffit de venir chez nous, vous verrez bien comment on travaille. Oui, si mais le consommateur, il ne va pas venir... C'est ce que je te dis, un cahier des charges avec des certifications, comme il se passe en AMAP, ça peut le faire. Nous, tous les gens qui viennent chez nous, ils ont confiance en nous, et je pense que voilà. La collectivité qui va acheter à manger pour les enfants dans la restauration collective, elle ne va pas faire le tour de toutes les exploitations. Ah, je ne parle pas pour la restauration. Non, mais c'est...
C'est la Voilà. thématique aussi. C'est à vous, je pense. Merci. Moi, j'avais une question en lien avec le futur conseil départemental, puisqu'on est, je crois, aussi là pour ça ce soir. Mais avant, juste une petite remarque par rapport au témoignage touchant de Bastien. Vraiment sur Alvar, il est installé depuis pas longtemps, il y avait un succès formidable. Il vendait et il y a un nombre de gens intéressés. Parce qu'on a redécouvert le goût, moi j'ai découvert le goût des courses, étonnant. Enfin, voilà, bref. Ce que je trouve fou, et quelque part je m'en veux en tant qu'ancien élu d'opposition, c'est qu'on n'a pas réussi à faire changer la décision. La décision s'est prise comme beaucoup de choses à Alvar au bureau du maire. On n'a pas réussi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais discuté en conseil municipal. Et quelque part, nous, en tant qu'élus, mais aussi en tant que citoyens, on n'a pas réussi à faire changer d'avis. Le maire, alors franchement, c'est une décision complètement idiote. Je veux dire, c'est évident que ce terrain, pendant 10 ans, il n'y aura rien dessus. Dans 10 ans, Bastien a raison. Donc là, c'est une question que je lance à la cantonade, c'est de dire comment un réseau citoyen peut arriver à faire pression sur des politiques locales par rapport à ce foncier. Du coup, j'en viens à ma question sur cette problématique du foncier, qui, comme vous l'avez dit, relève surtout de compétences communales, voire communautaires peut-être dans certains cas, mais en tout cas par rapport au futur conseil départemental, quels seront ces leviers pour justement essayer de tordre le bras, quand il faut tordre le bras à certains maires qu'on a sur Alvar dans cette comment vous voyez les choses, vous, en tant que futur, en tant qu'élu L'expertise de la région. Moi, je vois les choses comme, malheureusement, ce sera encore du lobbying, en fait. Ce ne sera pas du lobbying associatif, ce sera du lobbying élu, mais aujourd'hui, le département, bon, il siège dans certaines instances, à la SAFER, par exemple. Le département, il est présent dans la SAFER. Il discute quotidiennement avec la Chambre de l'agriculture, par exemple. Donc, je pense qu'un département qui pousserait vraiment, surtout ses salariés, enfin voilà, la SAFER, c'est... Voilà. Je ne suis pas sûr d'être le meilleur. La SAFER, je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour expliquer ce que c'est, mais c'est un organisme qui regarde en fait toutes les transactions qu'il y a dans le monde agricole, enfin les transactions de vente de terre agricole. Stéphane, c'est pas d'accord. Tu viens pas travailler? Tu as 25 ans. Ah ben si, je travaille bien, je vais expliquer. Bon voilà, je pense que ce sera il n'y aura pas de préemption par le département, à mon avis. Après, nous, on a évoqué la possibilité au niveau de l'Isère de créer un office foncier départemental qui pourrait aider justement sur ce genre de thématique, à la fois pour ce qui se concerne les forêts et la terre agricole. Mais après, la mise en œuvre exacte, j'ai pas assez cru. Peut-être Gérard. C'est pas interdit, quoi. Moi, C'est assez pessimiste, du coup. Ouais. C'est assez pessimiste. Je rejoins Johan Payan. On a été plusieurs à être... Bon, Bastien, lui, il le vit... voilà, il va partir, quoi. Mais on est quand même nombreux à Alvar à être écœurés, quoi. Je veux dire, on a un seul agriculteur. On a une commune de 4000 habitants. On a un agriculteur à temps plein, quoi. Et il va partir. Et ça paraît fou que, effectivement, qu'on se faire. Donc, Johan disait, je regrette en tant qu'élu qu'on n'ait pas... Mais voilà, c'est gentil de le dire, mais ça n'aurait strictement rien changé. Il y a des Bastien le sait aussi. Non, je pense pas, parce que si on avait, par exemple, je sais que le maire d'Alvar est très sensible, notamment dès qu'on fait des pétitions, il n'y a pas ça. Voilà, donc, là, je suis en train de dire, on aurait dû lancer une pétition citoyenne sur Alvar. Et là, on a quelqu'un qui veut investir qui veut voulait planter des fruitiers, il voulait vraiment se développer, mais il faut qu'on lui assure une concession sur un certain nombre d'années, sinon ça va pas de sens. Donc c'est quelque part, c'est de bon sens. Et voilà, je pense qu'on aurait pu faire des choses là-dessus. Non, mais peut-être qu'il faudrait compléter la réponse de la population. Ouais, mais le problème, c'est parce que je me disais comment vous voulez que j'intervienne. Parce que moi, là, je peux partir sur ce que j'entends facilement une heure d'intervention. Je pense que là, vous avez manqué de barre, parce qu'effectivement, il ne supporte pas l'opposition, de toute façon, on regarde clairement. Mais aujourd'hui, c'était simple. Une pétition, des gens qui étaient contents de son travail, je vais dire, un blocage de la mairie, enfin il y a des trucs à faire. Moi, je le sais bien. Hein. Moi je veux dire, pour obtenir des trucs, j'ai fait de la grève de la faim, je me suis enchaîné aux barrières de la DDA, j'ai fait du sitting au conseil général. Je sais bien que quand on veut quelque chose, on l'a. Écoutez, hein, moi je veux dire, donc là, c'est avec si peut-être avec de la pression, on arrive à changer les choses. Mais ça, c'est, faut pas être deux, trois isolés face à l'énergumène. Hein. Il faut du monde, Et ça, c'est dommage que ce soit trop tard qu'il ait décidé, parce que je pense que s'il avait eu encore un petit peu dire, tiens,
j'ai pas pris ma décision totalement. On aurait pu aussi faire quelque chose. Je n'étais pas au courant. C'est pas trop tard, il est pas parti. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dommage parce qu'en général, je suis très chiant. Il y a Cécile qui demande la parole, on va la lui donner. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est peut-être pas trop tard. Alors, ça, après, la décision vous appartient pour vous, mais c'est pas trop tard pour le terrain et il y a d'autres agriculteurs et il faut pas, et même vous, enfin voilà. Mais si votre décision et que la transition est en cours, et ben allez faire la vie qui vous va, à l'endroit qui vous va. Mais voilà, c'est d'organiser. Il faut l'occuper, sinon le terrain. Il y a des choses. Effectivement, la pétition. Faire des pique-niques. Peut-être que pour cette aventure-là, elle va se continuer peut-être ailleurs, mais lâchez pas ce terrain qui vous appartient. C'est pas tout à fait ça. Il y a plusieurs parcelles, si je me souviens bien ce que tu m'avais dit. Donc il y en a une qui est un privé. De toute façon, le privé, il ne va pas le lâcher tant qu'il aura l'espoir de le revendre en institution habitable, brisée et compagnie. Donc, de toute façon, si on va occuper, on va aller occuper un terrain privé. Non, ça, c'est pas forcément sympa pour ce gars-là, moi je ne le connais pas spécifiquement. Non, mais c'est pas une zone constructible, hein. C'est une zone violette. Hein. Ouais, sauf que donc elle est inondable. C'est une zone qui peut devenir constructible par une magie de coup de tampon. Non, c'est... Bon, la réponse de Nelly demande la parole, on va faire circuler. Alors les zones violettes, du coup, ça me fait penser que j'ai eu la chance de pouvoir assister à la signature de la convention entre l'État et le CILBI pour l'aménagement des deux tranches qui restent entre Montbonneau, par là Saint-Nazaire et puis Chambéry. Les choses sont en train de changer et alors moi ce qui m'a quand même interpellée c'est le positionnement effectivement politique, hein, puisque c'est bien de ça qui dans le rapport au foncier, les digues et les aménagements ont pour objectif de protéger les biens et les personnes existants. Pendant longtemps, la politique a été de dire on va en faire quelque chose pour le rendre lucratif ou d'en faire quelque chose pour faire des zones. Les services de l'État sont quand même en train de revoir leur copie. Il y a quand même très peu de chances que ce qui est violé, voire pas du tout, ne puisse repasser en constructible. Sauf que ça, on ne le dit pas assez fort, et il y en a encore beaucoup. Et moi, j'ai été quand même interpellée à la préfecture de voir qu'en fait, chacun était venu pour dire « Oui, mais alors, il y a 20 ans, vous nous aviez promis une zone d'activité. Alors, nous, on voudra notre permis de construire quand il y aura les digues. » Alors, d'un côté, on va dans des réunions politiques où on dit « Il faut... attention, il faut préserver le foncier, c'est un bien, l'agriculture c'est une vraie branche de l'économie. Et puis on tourne la porte, on change de couloir et on dit ah non mais nous on veut notre zone d'activité parce que chaque commune doit avoir... Enfin, je veux dire, on est un peu schizophrène quand même les élus. Je trouve qu'il faut un peu... Voilà, donc sur les zones violettes, je pense qu'il faut communiquer sur le fait que non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc voilà, après les gens ils vont peut-être entendre, pas entendre, mais je crois qu'il faut aussi être plus... j'allais dire un peu plus, je sais pas, avoir des ambitions sur autre chose que construire. Et je suis assez d'accord qu'un des gros problèmes, c'est la réhabilitation des friches. La densification, il faut travailler, qu'on le veuille ou non, ça ne fait pas plaisir. Hein. Un élu qui fait un PLU vertueux, ils l'ont dit à la Chambre d'agriculture l'autre fois, en général, il fait qu'un mandat. Bah, voilà. C'est peut-être une règle qu'il faut mettre dans son... C'était vrai. Non, mais c'est comme ça que ça a été dit sur le temps de la boutade. Voilà. Mais moi, je me crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Et par contre, il faut peut-être être un peu clair dans les discours. Il faut densifier. C'est une réalité parce qu'on a un territoire qui est coincé entre deux montagnes avec la rivière au milieu. Enfin, voilà. Donc ça, il faut aussi accepter qu'on ne sera pas gagnant sur tous les fronts, mais qu'il y a des choses possibles, quoi. Enfin, il me semble. On n'a pas bien répondu, mais voilà. Je pense que Gérard Lerat, qui est élu à la région et chargé du foncier agricole, a peut-être quelque chose à synthétiser maintenant. Ben, je veux bien, ouais. J'ai écouté j'ai entendu plein de choses intéressantes et fondées, mais avec un peu de fatalisme. Et ce que je vais essayer, c'est de balayer un peu le fatalisme, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. D'abord, je ne suis pas élu au foncier agricole, je suis élu à la politique foncière. Merci. Ce qui n'est pas pareil, parce que la région Rhône-Alpes est la première région qui a décidé de se donner une délégation
à la politique foncière et de se la donner transversalement. C'est-à-dire avec l'idée, il n'y aura pas d'efficacité si on continue à faire un petit peu de politique foncière pour le logement, un petit peu pour l'activité industrielle, un petit peu quand on en a besoin pour les TER, dans les gares, etc. Et qu'il faut avoir une cohérence et mettre en place une véritable politique foncière, tous éléments confondus. Donc après, ça marche ou ça marche pas, mais c'est un autre débat. Mais la délégation, elle a été créée en 2010 et elle m'a été confiée et elle est transversale. En plus, c'est juste en une seconde pour que vous pigiez d'où je vois les choses. Donc j'ai cette responsabilité à la région. Et en plus, la nature ayant horreur du vide, quand l'Association des régions de France, il y a maintenant 2 ans et demi, a décidé de travailler les problèmes fonciers, parce que je vous l'ai dit, il n'y avait que la région Rhône-Alpes où ça existait, c'était la première. Ils ont créé un groupe de travail sur le foncier, puis un deuxième, donc il y a 2 groupes de travail, un qui est sur le foncier agricole et qui est sur le foncier en général, au niveau national, et c'est moi qui les préside, parce que j'étais la seule région. Je suis dans la seule région, et nous sommes dans la seule région, où il y avait un élu en charge de ce dossier-là. Donc je vois un peu les questions foncières globalement. Dans tout ce qui a été dit, dans tout ce que vous avez dit, il y a 2 choses différentes. Et je pense que c'est important de trier un petit peu les deux pour raisonner. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de politique d'installation, il n'y a pas de politique pour une agriculture vivante sans foncier agricole. C'est une évidence. Mais la deuxième chose, et on en parlera après, c'est qu'il y a le problème de comment on occupe le foncier agricole, puisque par rapport à une politique d'installation, il y a une concurrence qui est interne à l'agriculture et qui relève de l'agrandissement et de la concentration. Donc il y a vraiment les 2 volets et il faut travailler sur les 2. En ce qui concerne la préservation du foncier agricole, je vous invite à prendre ce problème-là à bras-le-corps. C'est un problème d'abord citoyen. Il est évident, là ça vient tard, mais il est évident que sur un sujet comme celui qui nous est posé à Alvar, il y aurait eu moyen d'aller foutre le Bronx, de faire manif, pétition, remanif, repétition. Et en plus, connaissant l'ingénieur Villard, qui a à un moment donné toujours un peu peur d'aller trop loin dans le conflit, il aurait craqué et on aurait pu faire autrement. Moi, aujourd'hui, je suis prêt en tant que responsable de la région. Je suis complètement prêt à faire un courrier au maire d'Alvar pour dénoncer la situation, dire que ça ne tient pas debout, qu'il faut faire autrement, vous transmettre ce courrier, le transmettre à une association alvardienne, pas forcément impliquée du point de vue municipal, parce qu'il ne faut pas que ça paraisse comme une démarche préélectorale ou politicienne, mais je pense à une commune comme Dieu-le-Fit, il y a 2 ans, j'ai été saisi par une association de Dieu-le-Fit de la façon dont le maire instruisait le nouveau plan local d'urbanisme, avec une surconsommation foncière phénoménale, alors qu'il y avait là aussi des possibilités de reconversion de friches sur toute une partie de Dieu-le-Fit qui est effectivement en côte, mais qui est déjà bâtie. Et donc il y avait moyen d'y faire de l'accueil d'artisans, etc. Et j'ai fait 2-3 courriers, je suis allé avec eux, on a fait une réunion, etc. Et la consommation qui était prévue dans le PLU définitif, on a sauvé je ne sais plus combien de dizaines d'hectares grâce à une action citoyenne à laquelle moi j'ai apporté une petite contribution d'élu régional. Mais c'est pas moi qui gagnais le morceau, c'est que c'était un coup de main à des gens qui étaient mobilisés là-dessus. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas l'élu qui gagne, c'est jamais l'élu qui gagne. L'élu il peut aider à gagner, mais c'est jamais l'élu qui gagne. Et donc je pense que là il y a des choses à faire. Après sur ce sujet-là, je pense que passer le fait qu'il y a des actions citoyennes à mener pour notamment refuser certaines choses ou en imposer d'autres, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'empare de ces sujets-là. C'est affligeant la manière dont quand il y a un PLU à l'instruction,
les citoyens n'y participent pas. C'est vraiment... moi, je suis meurtri par ça. C'est quand même quelque chose qui engage l'avenir de la commune ou l'avenir de l'intercommunalité maintenant avec les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, mais ça engage vraiment l'avenir en termes de développement économique, en termes d'emploi, en termes de cadre de vie, très globalement, et on n'y met pas l'énergie nécessaire. Ça, c'est un vrai problème politique. Et je pense qu'il faut vraiment, et vous deux, quand vous allez être élus, chez vous, il faut que vous soyez les premiers citoyens. C'est-à-dire que quand il y a un PLU à l'instruction, que vous alliez y mettre votre nez, que vous aidiez les citoyens de la commune à aller mettre leur nez, que vous les décidiez à aller mettre leur nez. Je pense que ça, c'est une fonction majeure des élus locaux. Après, il faut savoir que quand vous serez élu, vous serez membre d'une collectivité qui s'appelle le département, que ce département est personne publique associée, c'est-à-dire qu'il rend des avis sur les PLU. Quand le PLU est arrêté, le département rend un avis, la région rend un avis, le schéma de cohérence territoriale rend un avis, la chambre d'agriculture rend un avis. Moi, je rends donc des avis pour la région depuis 2012. Avant, il n'y en avait pas. C'est quelque chose qu'on a mis en place dans la délégation. Je n'arrive pas à rendre des avis sur les 2350 communes de la région, parce que je n'ai pas les moyens. J'ai 4 personnes qui travaillent là-dessus. Mais on fait un tri. On fait un tri 2 fois par an. On voit tous les PLU qui viennent en révision. Et on dit là-dessus, il y a des vrais enjeux. Ça servira de référence. Donc on travaille ces PLU-là et je rends des avis dessus. Et au niveau des départements, les avis qui sont rendus aujourd'hui, c'est une catastrophe. Parce que le département ayant compétence, dans l'état actuel des choses en tout cas, sur les routes départementales, sur les collèges, et ça doit être à peu près tout qui ait une incidence foncière, le département de l'Isère ne rend des avis que là-dessus. Autrement dit, il ne se mêle que de ça. Il n'a pas une vision aménagement du territoire. Là où il y a un collège, il dit quelque chose. Là où il n'y a pas de collège, il dit rien. Moi, je m'en fous à la région, j'ai balayé tout ça, et je rends un avis qui est un avis politique global sur le document d'urbanisme qui est présenté. La région, elle est la collectivité chef de file en matière d'aménagement du territoire. Si on ne rend pas un avis sur un PLU dans lequel on aborde tous les sujets, pas la peine. Donc, moi, je rends des avis. Donc, s'il y a un PLU qui est en, je ne sais plus lequel on a parlé, qui est en révision, il faut me le redire tout à l'heure, et je note et je peux le rentrer dans la liste des enjeux, les PLU enjeux s'il le faut. Sauf que je ne sais pas quand est-ce que l'avis tombera, si c'est pas après la fin de l'année, moi je ne dis pas dans le... La révision n'est pas commencée. Alors ce n'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis, puisqu'on a essayé quand il y a eu la loi Allure, et puis après la loi sur l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, on a essayé au niveau de l'Association des régions de France de transformer l'avis de la région en ce qui s'appelle en droit un avis conforme. Alors un avis conforme, ça ne veut rien dire, c'est une décision. Ça s'appelle un avis conforme, je ne sais pas pourquoi. Une décision, ça veut dire qu'on dit oui ou non à un PLU et que ce que l'on dit est adoptable. Donc on a essayé au niveau d'une commission qui regroupe toutes les collectivités que je viens de citer, d'avoir cette capacité de décision. Ça a été refusé par la loi. Donc pour le moment, département, chambre d'agriculture, région, etc. ne donnent que des avis. Mais je peux vous dire que j'ai rendu des avis. Ils ne se rendaient pas d'avis avant, à la région. Bon, je les rends depuis 2012. Il y a 25%, c'est un peu baissé, mais il y a entre 20 et 25% des avis que j'ai rendus qui sont défavorables. L'avis défavorable de la région, il est tout à fait motivé. Je rends un truc dans lequel il y a une quinzaine de pages qui explique le pourquoi et le comment. Et ça, c'est joint au dossier d'enquête publique qui a lieu dans chaque mairie avant qu'il y ait approbation du PLU. Il y a l'arrêt, et le conseil municipal arrête le PLU. Il y a une enquête publique de 3 mois, et après, il y a approbation du PLU. Et donc, je peux vous dire que quand vous rendez un avis motivé, la région, si vous réussissez en plus à vous débrouiller pour qu'en même temps, il y ait une autre institution qui rende un avis défavorable aussi,
le maire, il ne passe pas, il ne va pas à l'approbation. Il recommence la copie parce qu'il a un bordel dans sa commune phénoménal. Tout à l'heure, vous, c'était un autre mot, mais excusez-nous. Les deux. Mais le fait qu'on rende que des avis ne veut pas dire que ça n'a pas de poids politique. Surtout que cet avis, il est public et que donc, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est une arme que vous donnez aux gens. C'est une arme que vous donnez aux gens. Et il est publié, il est dans le dossier à l'ouverture de l'enquête publique. Donc pendant 3 mois, si vous avez bien argumenté les choses, s'il y a une assoce qui fait des photocopies de la vie régionale et qui le balance à tout le monde dans la nature, ce que vous avez parfaitement le droit de faire, moi je n'ai pas le droit, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous faites une arme politique de quelque chose qui au départ n'est qu'un avis et qui peut paraître anodin. On peut vraiment faire des choses comme ça. Après, une fois les PLU adoptés, avant, après, à côté, même pendant, je ne veux pas être trop long. Moi, je suis capable de vous faire 3 heures là-dessus. Je fais des conférences. Quand je fais des conférences sur le sujet, c'est au minimum 1h30, donc il faut m'empêcher de parler trop longtemps. Puis il faut que j'aille dormir. On a une autre manière d'être à l'offensive qui me paraît majeure. C'est que il faut arrêter, alors je ne dis pas du tout que c'est le cas de personne ici, mais nous devons nous arrêter de nous lamenter sur le foncier agricole qui se fait bouffer. Moi je suis ancien éleveur, hein. Je suis éleveur retraité, et mon fils est maraîcher et ma femme est maraîchère. Donc je ne parle pas de choses qui me sont étrangères ou théoriques ou intellectuelles, mais on est quand même, on est un peu trop dans la lamentation. La première, ça a été dit très vite tout à l'heure, mais très justement, quoi. La première chose à faire, c'est de se battre. C'est vrai dans les PLU, mais c'est vrai après et autrement. Il faut se battre pour qu'on aille chercher la réponse aux besoins des gens en termes de logement, en termes de lieux de création d'emplois, en termes d'équipements publics, etc., à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes. Et on peut le faire très largement. Et ce n'est pas du tout une vision intra-urbaine, ce n'est pas une vision grenobloise ou lyonnaise, c'est vrai partout. Vous n'avez pas un hameau, vous n'avez pas, enfin il y en a peut-être un ou deux, mais vous prenez la Boutière, enfin, vous prenez tous les hameaux des balcons de Beldonne, vous avez toujours, au milieu du hameau, ou à Revel ou ailleurs, vous avez toujours une ou deux maisons qui se cassent plus ou moins la gueule, en tout cas qui est vide, etc. Et sur laquelle il y a moyen d'agir et de récupérer des choses. Quand je travaille sur les PLU, c'est quelque chose que je ne mesurais pas avant. Hein. On n'imagine pas le niveau de vacances de logements dans certaines communes, de logements vides qui ne servent absolument à rien. Mais c'est phénoménal, c'est phénoménal. Je ne citerai pas le nom de la commune, mais bon, tout le monde s'en fout. Hein. Roanne, commune de 40 000 habitants, aglo de 90 000 à peu près, nord de la Loire, complètement sinistrée, parce que décrépitude industrielle complète, parce que les personnes ont anticipé, là aussi, la responsabilité des élus. On n'a pas anticipé la reconversion nécessaire. Donc après, on se lamente parce qu'il y a des friches partout. Mais s'ils avaient travaillé plutôt comme il le fallait, il y aurait peut-être eu moins de friches. En tout cas, il y a les friches industrielles, du coup, il n'y a pas d'emploi, etc. Il y a 17% de logements vacants. Et alors, avant d'aller lancer des programmes, que ce soit de l'HLM ou de l'accession sociale ou quoi que ce soit, vous commencez par travailler là-dessus. Alors, tout n'est pas récupérable dans les logements vacants. Il y a des endroits où il faut savoir dire le machin qui se casse la gueule et il vaut mieux le raser et on recommence. Mais il y en a qui sont récupérables. Il y a tous les états. Mais si on ne va pas voir ce qu'il y a dedans, on va le laisser. Les friches industrielles, c'est pareil. Donc on a lancé à la région, et ça a des retombées chez vous. Donc j'en profite pour vous en parler. Hein. On a lancé à la région, depuis le 14 janvier, une filière régionale pour la requalification des friches industrielles. Parce qu'on nous oppose toujours que la requalification des friches, donc la déconstruction et la dépollution,
des constructions dont le désamiantage et la dépollution, on nous oppose toujours le fait que ça coûte très cher, ce qui est vrai. Mais on oublie de comparer ce que coûte pour une collectivité d'aller faire des logements à plusieurs kilomètres avec des réseaux à investir, à amortir, à faire fonctionner, en transport, etc., etc. Ça, on ne veut pas le voir. Donc là, moi, j'ai lancé sur le prochain programme européen, j'ai lancé un programme pour objectiver le coût de l'étalement urbain et de pouvoir le comparer à la requalification des friches. Mais de toute façon, il est sûr qu'on doit gagner en temps et en argent pour requalifier les friches. Parce qu'aujourd'hui, c'est des procédures extrêmement longues, très complexes. Il y a des endroits où on a fait des travaux de dépollution sans tenir compte de la destination des terrains. Et là, ça rejoint le PLU. C'est-à-dire qu'il faut travailler parallèlement sur bien connaître la nature de la pollution, mais aussi savoir à quoi le terrain ira après. Parce que vous n'avez pas besoin de traiter de la même manière un terrain qui va recevoir une cour d'école maternelle et un terrain qui va recevoir des entrepôts. Ou un terrain sur lequel il n'y a rien à faire parce qu'il est tellement pollué que la seule chose à faire, c'est de laisser pousser quelques arbres blancs et de le sanctuariser, y compris peut-être en mettant une barrière autour, quoi. Il y a tous les cas de figure. Donc on a lancé tout un travail là-dessus avec tous les organismes de recherche, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Il y a des friches, vous n'en avez pas trop sur le Grésivaudan, mais il y a des friches logistiques aujourd'hui. Si, il y a une papeterie de... C'est pas logistique. Non, logistique. Poids lourd. Tu vas du côté de Saint-Quentin-Falavier, c'est inimaginable. Donc, il y a des secteurs, il y a des dépôts logistiques qui n'ont jamais été occupés. Ils ont 10 ans. Ils sont friches dès la création. Parce qu'il y a des promoteurs immobiliers qui se sont emparés du truc, comme ils font avec les bureaux, comme ils font avec les logements. Donc ils achètent le terrain, ils font des dépôts logistiques, et après ils vont essayer de les louer, ou de les mettre en location-vente, etc. Et des fois ils ne trouvent pas, qu'erreur. Donc le machin il reste vide, mais on a bouffé 20 hectares, 7 hectares, tranquillement. Voilà. Donc ça, j'ai déjà été un peu long, mais c'est tout le volet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver le foncier agricole, depuis le document d'urbanisme jusqu'à récupérer des friches, récupérer des logements vacants, etc. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Mais après, pardon. On va prendre quelques questions. Ouais, et puis après on parlera Il y a 3 personnes qui ont demandé la parole. Pardon. Merci. Du coup, ça va faire quand même un petit retour en arrière, mais ça va être très bref et c'est pas pour qu'on en discute pendant des heures. Mais par exemple, donc moi, je rappelle que je suis élue sur la liste majoritaire et j'avoue. Alvar. Oui, Alvar. Et je n'ai absolument pas entendu parler de ton problème. Ben oui. D'accord. J'en ai pas entendu parler. Non mais je le dis, voilà, c'est clair. J'en ai pas entendu parler en tant qu'élu délégué, donc tu es censé effectivement peut-être avoir pu en entendre parler. J'en ai pas entendu parler non plus par l'opposition. D'ailleurs, j'en ai entendu parler par personne. C'était au mandat précédent. D'accord. Je n'ai pas élu. D'accord. Donc c'est pour ça. Il y a eu discussion avec l'ensemble. Voilà, ça me rassure. Merci. Mais voilà, je ne sais pas si c'est trop tard ou pas, mais il y a des choses qui ont changé quand même. Si. Il y a monsieur. Mais moi, je peux vous êtes volontiers. Si vous voulez reprendre le chantier, vous faites un courrier, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, oui, mais. On va pas essayer de bon, ouais, peut-être qu'on va pas. Ouais, moi, je m'adressais aux futurs élus départementaux, hein, puisque vous allez certainement être élus. Mais par rapport à ce que vous disiez sur le foncier, effectivement, on s'aperçoit que dans les communes, par exemple, comme la nôtre, il y a beaucoup disons, on va dire, d'appartements en déshérence, de lieux qui devraient être réaménagés, etc. Mais on se dit, en tant qu'élu, avec un manque de formation certainement évident, mais on ne sait pas tout. Alors, on se dit, tiens, il y a certainement quelque chose à faire, mais après, on se heurte aux moyens. Comment une commune peut racheter des éléments, disons des immeubles, etc., parce qu'il faut de l'argent. Et alors je vous dis, la question, est-ce que vous avez prévu quelque chose dans votre programme?
sur le logement, spécifiquement. Sur la réhabilitation des centres-villages, ça c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. C'est un peu en dehors du foncier agricole, mais je trouve que c'est lié. Le foncier agricole est un reste dans la tête et dans les pratiques de tout le monde. Donc on a intérêt à diminuer la partie en dessus pour que le reste soit le plus gros possible. Et, disons, je parle de formation, je dis effectivement, les élus, quand on voit, on écoute ce soir, on a envie on dit tiens c'est intéressant, il y a des tas de sujets qui nous arrivent, comme ça on se dit il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler, mais c'est vrai que c'est à travers ce genre de réunions qu'on a envie d'entreprendre quelque chose, et les élus, souvent, n'ont pas de formation. J'ai entendu l'autre jour un conseiller municipal, une élue qui disait en finance communale, j'y connais rien. Et bon, ça je pense qu'il y a des formations. Alors, effectivement, il y avait un organisme de formation qui existait avant, qui a disparu parce que c'était le centre qui s'appelait à Grenoble. Mais on se dit, ça commence par là. Il faut que les élus aient de la formation, il faut qu'ils aient envie aussi d'y aller, qu'ils aient le temps. Mais bon, ça c'était un petit aparté, mais je reviens sur mon histoire de centre-village en déshérence. Comment aider les communes, comment monter des projets, etc. Cécile, je n'oublie pas votre question, mais comme il y a une réponse directe, Cécile voulait répondre. Alors, effectivement, c'est vrai que pour le coup, ce n'est pas dans la compétence du conseil général, enfin du conseil départemental, futur conseil départemental. Donc, là où la discussion était de se dire, ce qui serait intéressant, c'est de monter un office de foncier, notamment pour qu'il y ait une réflexion sur la question agricole, sur l'ensemble du territoire de l'Isère, en lien avec le travail qui est fait avec la région. C'était davantage dans cette dynamique, et je pense que c'est dans cette dynamique que peut se positionner le conseil départemental. Si on s'en tient toujours à l'agriculture, voilà, on va repartir sur effectivement les scolaires et puis les collèges, et du coup rediscuter de comment on peut faire activer les circuits courts, activer l'agriculture biologique en faisant en sorte que la commande publique soit demandeuse et incite. Maintenant, c'est vrai que pour ce qui est du centre, des centres-bourgs, la réflexion, elle est communale, et j'ai envie de dire, elle va devenir de plus en plus intercommunale, puisque même si dans le Grésivaudan, il n'y a personne qui s'est positionné fortement pour qu'il y ait un PLUI émerge, il n'empêche que de toute façon, l'histoire va nous y amener, je pense, de façon un peu inéluctable, et peut-être ça mettra 5 ans, peut-être ça en mettra 10, mais la réflexion, elle va se faire dans ce sens-là petit à petit. Mais pour l'instant, c'est vrai que moi, je ne vois pas, mais peut-être toi, Gérard, tu penses à des choses en quoi le conseil départemental peut inciter. Peut-être que ce que je voulais juste finir, c'est qu'effectivement, quand on est élu, que ce soit dans une municipalité ou au conseil départemental, quel que soit le niveau, normalement dans le budget, il y a un budget qui est prévu pour la formation des élus, comme il y a un budget qui est prévu pour le personnel. Donc après, c'est aux élus d'aller se chercher des formations et puis effectivement de prendre le temps de les faire. Et ça, je pense que c'est très important. Je rajouterais que peut-être il y a eu une formation qui s'est faite pour les futurs élus avant de démarrer la campagne, justement pour les mettre un petit peu dans cette dynamique-là. Et puis voilà, après c'est sûr que ça prend du temps et qu'il faut du temps pour connaître son sujet. Et je rajouterai pour terminer que on a monté notre programme avec des ateliers citoyens qui sont réunis sur le Grésivaudan. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit le résultat des élections, mais encore plus si nous gagnons les élections, il faut que ces ateliers citoyens, ils continuent. Parce que les élus, c'est très important qu'ils soient aussi alimentés. Ils vont être alimentés par leur créativité, leur pulsion, et etc. Voilà, leurs idées. Et puis, ils vont être alimentés aussi par le travail dans les services. Mais c'est très important de continuer à être alimentés par les gens du territoire. Et
voilà, on n'est jamais plus intelligent à plusieurs. Enfin, on ne peut pas être plus intelligent seul. On est toujours plus créatif à plusieurs. Et donc, j'espère qu'on va continuer à pouvoir, comme ça, alimenter aussi nos élus pour que ils aient une vision qui soit pas... Parce qu'on est vite isolé quand on est élu. Hein, on se retrouve vite seul. Je vais donner la personne à ce monsieur qui voulait parler. Avant, je me permets d'ajouter que dans la charte qu'on va signer de l'élu, pour le cas où on serait élu, on s'engage à se former. C'est très bien. Parce qu'effectivement, on a besoin d'être formé et de s'améliorer pour pouvoir répondre. C'est alors, enfin à vous. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que quand un document de PLU est soumis à l'enquête, la FRAPNA, dont je fais partie, est censée éventuellement répondre à une enquête. Malheureusement, en Isère, il y a beaucoup plus de communes que de militants FRAPNA. Donc on n'a pas vu sur toutes les communes et on a du mal à répondre à toutes les enquêtes publiques. Par contre, quand on répond, en général, ça porte. Sur un problème particulier, il y a un bar, ils le savent, puisqu'il y avait un projet de piste de ski supplémentaire de l'autre côté du collet, et on a étudié la question et il a plongé le projet. Et il fait jurisprudence, les raisons pour lesquelles il a été ajouté. Donc, le mieux, c'est quand il y a un PLU dans une commune, s'il ne paraît pas correct sur le plan des réserves foncières agricoles, eh bien, vous faites un petit courrier à la FRAPNA et mutuellement, on aidera à monter un dossier correct. Parce que c'est important. Tous les maires disent qu'il faut réduire l'emprise des aménagements, qu'il faut sauvegarder le terrain agricole, mais ils ont tous un dernier projet à réaliser pour être réélus le mandat suivant. Donc, très bien résumé. Ils pensent d'abord à leur réélection avant de sauvegarder les terrains agricoles. Après, il y a une deuxième chose qui joue sur la pression sur le foncier agricole, c'est la façon dont sont rémunérés les gros céréaliers et les producteurs de maïs. En fait, il leur faut des grosses surfaces pour s'en tirer. Et plus ils ont des grandes surfaces, plus ils touchent les primes PAC, et ils sont payés à la quantité plus qu'à la qualité. Et malheureusement, on vient de revoir une nouvelle politique de la PAC qui se met en place jusqu'en 2015-2020. Pour la prochaine PAC, il faudrait qu'on fasse suffisamment pression pour qu'on fasse des paiements à la qualité plus qu'à la quantité. La France n'a pas vocation à nourrir le monde, puisque quand elle vend ses produits bon marché en Afrique, elle détruit les agriculteurs africains. Donc, restons à produire français, pour des Français, mais n'essayons pas de nourrir le monde. Parce qu'on détruit l'agriculture africaine quand on arrive avec nos prix. Le blé actuellement, il a 20 centimes le kilo. Si on veut par exemple désherber des maïs autrement qu'avec des herbicides, de 10 minutes avec une rampe de traitement, on va passer à 2 heures pour sarcler. Donc ça a un coût tout ça. Et si on ne paye pas le blé, le maïs à la qualité, en disant on ne veut plus de maïs désherbé avec des herbicides, si on continue de payer le maïs 18 centimes au kilo, comme il est aux courses de ce matin, eh ben, on continuera avec des herbicides. Les agriculteurs n'ont pas vocation à pas gagner leur vie, ils sont comme tout le monde. Ils ne sont pas différents de la moyenne des Français, ils ont la même réaction, ils veulent gagner de l'argent et le plus possible. Oui, enfin, après il y a agriculteur et agriculteur, parce qu'il faut savoir comment on casse le mot agriculteur, parce que l'agriculteur qui gagne assez bien, c'est que je marche et travaille pour aller voir ses maïs, c'est pas un agriculteur, c'est un industriel. Donc, désolé. Il est rémunéré à la surface. Oui, mais c'est justement, mais ceux-là ils ont déjà 400 hectares, ils en veulent les 300 qu'ils ont à côté quand pour diviser en 10 pour donner un truc, ils veulent rien partager. Le problème au départ, c'est le problème du si on exige la FNSE, les élections, on a tout ça va être quelque chose pour les arrêter. Bon. Si on exige un débat à la qualité, ça y est. Si on est d'accord, alors comme on n'a finalement qu'une seule vie et que demain on est nombreux à travailler, on ne va pas répéter les choses sur lesquelles on est d'accord. Moi, je voulais parler. Juste puisque vous parlez de la FRAPNA, c'était dire qu'il y a une association locale qui s'est créée dans le Grésivaudan, qui est une antenne de la FRAPNA, qui s'appelle Graines. Voilà, c'était juste en profiter pour faire l'information. Voilà, tout à fait. Depuis 15 jours à peu près, le dernier conseil de Mais encore. Graines, G-R-E-N-E. C'est ton tour. On les trouve où J'étais à la ferme de la Grangette aujourd'hui et au cours de la discussion, il y a quelque chose d'intéressant qui a émergé, c'est qu'on se disait qu'il y a des fermes qui deviennent tellement grosses qu'elles deviennent pas transmissibles. Un jeune qui s'installe ne peut pas les reprendre. Et c'est un phénomène qu'on connaît dans la vallée du Grésivaudan, qu'on connaît sur la France entière. C'est que ça immobilise des capitaux tels que on ne sait pas ce que ça peut devenir. Et on se faisait la remarque que l'exemple de la ferme communale, ou Terre de Liens, c'est pareil, quand c'est propriété d'un collectif,
ça reste à taille humaine. Finalement, il y a des gens qui passent dessus, qui contractualisent, et ça fait que les gens qui arrivent ne sont pas obligés d'immobiliser des capitaux énormes. C'est facile de les installer, c'est facile de repartir, et ça reste tout à fait transmissible. Et dans cet ordre d'idée, je me disais par rapport au conseil départemental, qui aujourd'hui touche une taxe sur les permis de construire et peut acheter des espaces qu'on appelle espaces naturels sensibles parce qu'ils ont un intérêt écologique. Pourquoi ? Pour moi, c'est un espace sensible, cette parcelle d'1,6 hectare à Alvar. Alors, pas du point de vue écologique, mais elle est sensible sur un autre aspect. Pourquoi le département ne pourrait pas imaginer mobiliser une partie de ces capitaux-là aussi pour l'acquisition de terres et pouvoir contractualiser avec des agriculteurs derrière ? Ça serait une goutte d'eau, hein. Mais ça peut être quelques outils comme ça. Peut-être sur la légalité de ça aussi. Oui, non, c'est un peu là-dessus que je... moi, avant de partir sur le foncier agricole, comment on l'utilise, qui, etc., parce que c'est le deuxième volet, mais sur le premier volet, quelques éléments que je voulais vous dire par rapport à ce que vous avez dit. Hein. Bon, premièrement... sur la question de la formation des élus et des citoyens aux questions foncières, parce qu'on peut très bien mener les deux, pour une, peut-être pas tout, mais on peut mener une bonne partie ensemble. Sachez qu'il y a deux territoires qui ont fait, et pour un des deux qui va reprendre d'une forme différente, mais qu'il y a de la formation d'élus très concrète à toutes les questions foncières. C'est quelque chose que dans les deux, il y a un troisième cas qui arrive. Il y a un cas où ça a été organisé par un parc naturel régional, et il y a deux cas où ça a été organisé dans le cadre des CDDA, des contrats de développement durable, dans le volet sur le volet PSADER, le volet projet stratégique pour l'agriculture et le développement rural. Et dans le cas du PNR des Monts de l'Ardèche, je ne sais pas exactement, mais dans le cas que je connais bien sur financement PSADER, c'est une formation gratuite, hein, 100% prise en charge pour les élus locaux. Et une vraie formation. C'est pas un jour ou deux, c'est vraiment de la formation. Je reviens sur la formation d'élus. Sur Grenoble, il y avait le CIFODEL. Mais donc le Conseil général a arrêté de subventionner et il a fermé. Donc vous voyez, ça non, mais c'est même dans notre... Le CIFODEL était surtout de plein de départements. Mais donc aujourd'hui, il y a un organisme qui s'appelle le CERF, le Centre d'échange de ressources foncières Rhône-Alpes, qui est quelque chose qui fait des tas de... On ne va pas en parler dans le détail, il fait beaucoup de choses, mais entre autres, il fait de la formation. Et entre autres, il fait de la formation appliquée d'élus, soit à partir de cas concrets, soit à partir de formations organisées, mais vous pouvez très bien y recourir, et il faut le faire dans le cadre du CDDRA, du PSADER, les élus qui sont là, dans ce cadre-là. En plus, vous êtes en train de préparer un avenant sur votre contrat, vous pouvez éventuellement introduire ces choses-là. La deuxième chose, oui, un département a le droit d'acheter. Il a le droit d'acheter. Donc, le problème, là encore, c'est est-ce qu'il a la volonté politique de le faire ou pas, comparé à d'autres investissements. Quand on met 14 millions d'euros sur Center Park, ou des dizaines de millions d'euros sur Kroll 2 puis Kroll 3, eh ben on ne met pas le pognon là où il faut pour acheter du terrain qui serait nécessaire pour faire de la production agricole vivrière. C'est évident. Les espaces naturels sensibles, le département de l'Isère en a fait un axe fort de son action, et je ne dis pas du tout qu'il a eu tort là-dedans d'ailleurs, mais il peut très bien le faire aussi sur des terres à vocation agricole et avoir une politique de facilitation auprès des communes pour faire de l'accueil d'exploitants. Tout est faisable. Alors, il faut pas trop s'attacher à la forme, parce que la loi NOTRe, il y a encore un débat législatif et on ne sait pas exactement comment les
les compétences de la région, des départements vont évoluer. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que c'est essentiel? Du moment que les choix politiques, les bons choix politiques sont faits, soit au niveau de la région, soit au niveau du département, soit au niveau de l'intercommunalité, ce qui importe, c'est qu'ils soient bons, quoi. Donc, franchement, ça ne me passionne pas de savoir où est-ce que les compétences vont... il est question que les espaces naturels sensibles soient régionaux fin 2015. C'est une hypothèse, parce que rien n'est arrêté. Aujourd'hui, ils sont départementaux pour le moment. Ils sont départementaux. Ouais, oui. Aujourd'hui, ils risquent de passer communautaire. Parce qu'aujourd'hui, la discussion, elle est là-dessus. S'ils viennent communautaires, il ne faudra pas croire qu'ils vont gratter 97%. Parce que, ce qui est le cas actuellement. Mais bon, moi, pour mon groupe de travail à l'ARF, je suis tous les débats parlementaires et tous les 2 mois, les choses changent. Donc, un coup, c'est le département, un coup, c'est la région, un coup, c'est l'interco, ça revient au département, c'est un vrai... C'est impossible, c'est purement opportuniste, hein. C'est pas des gens qui travaillent en fonction d'objectifs, c'est le vent, le sens du vent, pas plus. La dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on reprenne le volet agricole à proprement parler, c'est que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, sur il faudrait que la commune ou l'intercommunalité achète des friches, il y en a qui ont parlé de Moulin-Vieux, enfin, il y a pour mener des actions, il y a un organisme qui est tout à fait habilité, qui est fait pour ça, qui a des moyens financiers pour faire ce travail-là à la demande des collectivités. C'est l'établissement public foncier local du Dauphiné, et où malheureusement, jusqu'à présent, la communauté, l'ancienne COSI et l'actuelle communauté d'agglomération se sont refusés à adhérer. Alors j'ai travaillé avec Gimbert et puis Soriano et 2 autres élus il y a 10 jours. Aujourd'hui les choses sont, je pense, en train de se débloquer. Toutes les collectivités le font, donc ils ne vont pas rester comme des cons à pas y aller. Donc je pense qu'ils vont adhérer à l'établissement public foncier, qui est un outil, mais qui n'est qu'un outil. Donc le PFL, si on lui dit il faut acheter cette friche-là pour faire ça, ça et ça, il le fera. Si on ne lui dit pas, il ne le fera pas. C'est un outil. Ce n'est pas une collectivité. Le PFL ne prend pas des orientations d'aménagement. C'est un outil efficace quand on lui donne la consigne d'être efficace. Et c'est un outil qui ne sert à rien si on ne lui dit rien. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas adhérer, c'est évident. Mais voilà, il y a des moyens. Aujourd'hui, être actif sur tous les traitements des besoins en matière de logement, les traitements fonciers en matière de logement, en matière d'accueil d'emploi, etc., les moyens, ils existent. Ils sont législatifs, ils sont fiscaux, ils sont via le PFL, etc. Il y en a des moyens, et c'est la volonté politique qui compte. Et tout le reste, c'est de la littérature, quoi. Et comme elle n'est pas spontanée, la volonté politique, il faut qu'on aille l'arracher. C'est bien pour ça qu'on est là. Joël. Moi, je voudrais répondre à Louis qui ne sait pas quoi faire des centres des petits villages, là. Donc, moi, je proposerais qu'on fasse des petits foyers logements. Bien sûr. Au lieu de délocaliser nos anciens, les envoyer, et souvent ils ne reviennent pas, les laisser dans les villages, des petites structures légères à 5 ou 10 places avec du personnel local, sans directeur à 4 000 ou 5 000 euros par mois. Je pense que là, on arrivera à faire quelque chose dans le village. Non, mais j'ai pas dit que... Non, mais tu cherches des solutions. Les centres-villes qui sont en déshérence, mais ça, c'est une question, effectivement. C'est une très bonne idée. L'agriculture dans tout ça, dit monsieur. Alors, en tant qu'ancien président du coin, j'aimerais dire 2 choses à Jean-Christophe et au Rassemblement des citoyens, bien sûr. C'est que il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut dire stop. Stop à la diminution des terres agricoles. Il faut dire stop au bétonnage. Ça, même si les projets sont déjà faits, c'est des projets qui sont voués, à mon avis, à l'échec, parce que ce n'est pas dans la voie de l'avenir.
on sent que ça ne va pas de ce côté-là, l'avenir. Bon, une première chose. Deuxième chose, ça c'est clair et net. Deuxième chose, j'étais pas au début syndiqué, mais maintenant je suis vraiment syndiqué. Bah, vous devinez peut-être, hein. Mais oui. Il y a une forteresse, il y a une force dans le monde agricole qui est tout puissante, c'est le syndicat majoritaire, et qui veut absolument qu'on industrialise l'agriculture. Et ça, c'est dangereux, ça. On se bat à la Confédération paysanne contre la ferme du Vaches. Mais c'est qu'un exemple, ça. Il y a environ 29 ou 30 projets comme ça en France hein, qui sont en route. Et il y en a qui sont déjà acceptés, 5 ou 6 qui sont acceptés. Alors ça, là aussi, l'industrialisation de l'agriculture, ça nous concerne tous. Parce que on mange les produits de l'agriculture. Et c'est quoi cette industrialisation hein, c'est pas dans le sens du bio ou de du naturel, absolument pas. Ça devient de l'artificiel, de plus en plus. Donc là, il faut vraiment qu'on s'oppose à toute cette force puissante des gros propriétaires fonciers, que sont les gros agriculteurs, hein, et qui dominent, parce que les hommes politiques, ils écoutent d'abord eux. Ils vont dire oui à tout le monde. Ça c'est bien, c'est la bonne politique, dire oui, d'accord, on est d'accord avec l'agroécologie, on est d'accord avec le bio, bien sûr, mais ça va rester pour eux un souci très mineur. Ce qu'ils veulent, c'est surtout une agriculture puissante. Et ça, on voit bien, il l'a dit mon copain, Marc. Mais bien sûr, les effets que ça crée, non seulement en Europe, mais dans le monde. Hein. C'est terrible. Ah oui, moi je sais, je vis à la moitié du temps maintenant pour aider les pauvres, enfin, et les agriculteurs africains qui ne savent même pas ce que c'est que la taille. Il faut tailler les arbres, ça, ils ne savent pas. Alors voilà, on essaye avec les moyens pauvres, avec l'agroécologie, à développer, avec Pierre Rabhi d'ailleurs, que j'ai vu ces derniers temps là-bas au Burkina Faso. On a fait un rassemblement des agroécologistes. C'est quelque chose qui monte là-bas, qui prend du développement, et il y a un espoir pour le monde. Alors, moi je dis à Jean-Christophe, il faut aller de l'avant, il y a de l'espoir. Merci pour votre soutien. Véronique. C'est pas ma connerie. J'ai pas vu qui avait levé la main en premier. Peu importe. Simplement, je voulais dire que par rapport aux aides agricoles et aux grandes exploitations, on sait que 20% des agriculteurs gèrent à peu près 80% de la surface. Et ces 80% de la surface, si on supprimait les primes à l'agriculture, ce seraient les premiers à s'écrouler parce que les exploitations les plus rentables sont dans les 20% qui restent et qui ont le moins de surface. Donc, c'est sur la politique agricole qu'il va falloir se battre. On a préparé la future PAC parce qu'on a favorisé l'agriculture industrielle. Et ça, il faut le changer. Moi, je vais vous parler de ce que je connais bien, parce que je suis sage-femme. Michel Audin a écrit un très beau livre dans les années 80 qui s'appelle Le fermier et l'accoucheur, et où il fait tout le parallèle de l'industrialisation de l'agriculture et de l'industrialisation de la naissance. On a laissé fermer toute notre petite maternité, mais quand je vous entends parler, c'est la même chose. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Parce que, voilà. On a un ministre qui, comme tu disais, les politiques vont dire oui aux gros agriculteurs et aux agricultures bio. Il a le pompon. Hein. Aujourd'hui, oui. Enfin, je ne sais pas si tu peux revenir sur la mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui par les producteurs bio et sur la situation finalement parce qu'effectivement les aides ne vont pas dans le bon sens aujourd'hui. Oui, bah, dans plein de domaines. Si je parle effectivement de la bio que je connais, c'est que on a quelques aides en bio pour à l'origine reconnaître le fait que la bio a souvent des contraintes plus grosses que les conventionnelles, et donc pour permettre notamment le temps de conversion où on remet en cause un petit peu notre schéma de production. Il y a souvent des baisses de productivité, mais comme on n'est toujours pas labellisé, on n'est
pas reconnu comme producteur bio et donc on garde les circuits traditionnels de vente. Donc il y a une aide à la conversion, ça s'appelle, qui dure le temps de la conversion. Et puis parallèlement à ça, c'est mis aussi en place une aide au maintien pour reconnaître qu'il y a une valeur ajoutée à cette agriculture. Donc on soutient les agriculteurs bio. Et le ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, s'était engagé à continuer ces aides au sein de l'agriculture, puisqu'il reconnaissait que dans l'agroécologie qu'il porte, qu'il veut porter, la bio est un des leviers qui permet d'atteindre cette vertu écologique et productiviste quand même. Mais la décision est venue du ministère comme quoi finalement ces aides étaient amputées de 25%. Donc effectivement, le ministre a été interpellé par pas mal d'associations, et notamment par la FNAB, une Fédération nationale d'agriculture biologique. Il a reconnu qu'il y avait une erreur de communication. Mais dans le fond, a priori, ils vont revoir le dossier, mais il faut savoir que l'enjeu, c'est 17 millions d'euros. C'est-à-dire que ces 25% de diminution d'aide représentent 17 millions dans le budget de la PAC. Donc c'est ridicule. Et on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi ces 17 millions ont été amputés. Puisque le ministère nous rétorque qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait tant de gens qui se passeraient en bio ces dernières années. Or, les courbes n'ont eu aucun accident. Les courbes de progression sont les mêmes depuis des années. Et donc c'était tout à fait prévisible. C'est son chiffre, 25%. Oui. Puisque son objectif affirmé quand il est devenu ministre, c'était d'arriver à 25% des exploitants en bio. Et maintenant, il vous sucre de 25%. Il est toujours... il aime bien ce chiffre, en fait. C'est son chiffre. C'est ça, voilà. 25%. Lui, il a le pompon. Le Foll, c'est dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le roi. Quoi. C'est vraiment... Moi, je participe pour l'ARF au Conseil stratégique d'orientation du ministère quand il y a des sujets fonciers. Quand ce n'est pas des sujets fonciers, c'est pas moi. Mais il est entièrement dans l'apparence, entièrement dans le... Oui, je suis d'accord avec vous. Puis derrière, il est très fort dans le genre. Il a même une phrase... Il est premier ministrable, c'est ça? Oh, sûrement. Il a même une phrase en disant que l'agriculture de montagne avait un bel avenir. Formidable, sans moyens, bien sûr. Oui, bah, évidemment. L'air de la montagne est dur. Elle a de belles pentes et un bel avenir. Est-ce qu'on se laisse 25% du temps pour... 25%. On se laisse un petit peu de temps. Un quart d'heure peut-être autour justement de ce qu'on fait de ce foncier agricole. Moi, il y a une chose que je voudrais juste dire. Je ne voulais pas donner de chiffres du tout ce soir. Et j'en ai pas envie, on aurait pu parler surface consommée, agricole et compagnie, sur Rhône-Alpes, il y a quelques chiffres que je connais bien. Je veux juste vous en donner un. La consommation foncière, notamment du fait de l'urbanisation, qui est la cause principale de loin, de très loin, elle est très forte, elle est en moyenne sur les 10 dernières années de 1% l'an dans la région. Rhône-Alpes. Mais la diminution du nombre d'exploitations agricoles, elle est de 2,5% l'an. 2,5 fois plus rapide. Ce qui veut dire qu'on est vraiment devant le double problème. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense vraiment que ça, il faut qu'on l'ait tous en tête. On est devant un problème de préservation du foncier agricole et on est devant un problème de quelle gestion du foncier agricole quand il y en a. Et qu'on est vraiment dans des logiques de concentration, d'agrandissement. Tout à l'heure, il a été parlé d'industrialisation. Industrialisation, ça va, bien sûr, avec la concentration et avec la mécanisation à outrance. C'est la même spirale qui attire l'agriculture vers de moins en moins d'emplois, de plus en plus d'intrants et de saloperies dans la bouffe, et de plus en plus de dégâts pour l'environnement, quoi. C'est la même spirale. Il faut casser cette spirale. Peut-être juste un autre problème dans ce que tu disais. Effectivement, il y a
Il y a une diminution du nombre d'exploitations, il y a une consommation du foncier par l'urbanisation. Après, si je parle de ma problématique actuelle, moi j'ai une consommation du foncier agricole par la forêt. Et ça, c'est une autre problématique, c'est-à-dire que moi, si on regarde les photos d'il y a un siècle, on voit bien que Brand Farine, il n'y avait pas d'arbres, entre guillemets. Alors ça... Moi, ça me pose un problème au quotidien, c'est que j'ai beaucoup de dégâts de cervidés, notamment. Les sangliers, c'est plus les collègues qui font de la céréale. Moi, mes salades sont bouffées par les chevreuils. Ils passent tous les jours, ils passent même dans les serres maintenant, ça ne fait plus peur. Pareil à la Donc voilà, c'est une autre problématique de cette déprise agricole. Il y a aussi une consommation du foncier agricole par la forêt. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un petit peu provoqué en disant que les terrains qui partaient en friche, je serais pour une préemption. Parce que moi j'ai des terrains qui, autour, ce sont des friches. La plupart des terrains que j'ai récupérés, je les ai défrichés. Mais autour, ça n'est pas défriché. Et donc, là, aujourd'hui, on taillait un verger de pommier. Il y a une ligne, on va être obligé de l'arracher. Parce que le champ d'à côté, c'est une forêt. Quand on regarde les rangées d'arbres, la dernière rangée d'arbres, ils poussent tous comme ça, les arbres. On va prendre un tronçon. Là, il n'y a plus rien, parce qu'il y a la forêt, et donc il n'y a plus de soleil. Donc voilà, et là, je ne peux pas me battre comme ça. En plus, c'est de la propriété Entre privée. guillemets. C'est de la forêt privée, sûrement, en plus. Oui, je connais les propriétaires. Ils ne veulent pas vendre, ils ne veulent rien faire. Mais voilà, c'est en plus des terrains qu'ils ne veulent pas céder, ne serait-ce, moi, des fois, à la limite, je passerais juste le broyeur. Et voilà, quoi, c'est tout, juste que ça parte en friche, mais c'est même pas, parce que des fois que, par je ne sais quelle astuce, l'agriculteur, le méchant agriculteur, ensuite récupère le terrain et que le propriétaire puisse plus rien en faire, on va surtout pas que j'y mette les pieds. Une anecdote, quand vous regardez les chiffres officiels de consommation foncière, les espaces agricoles diminuent très vite. Les espaces naturels, dans notre région, parce que c'est pas vrai partout en France, ça, mais les espaces naturels, forestiers et naturels dans notre région Rhône-Alpes, ils sont stables, ils ne bougent pas. Donc vous dites, ça ne bouge pas, c'est super. Mais ça ne bouge pas parce que d'une part, il y en a plein qui sont consommés par l'urbanisation, par des infrastructures, par tout ce qu'on veut, mais c'est compensé par le phénomène que tu as dit, c'est-à-dire que sur le cadastre, tu as recréation régulière d'espaces naturels, d'espaces forestiers par les phénomènes de déprise et d'embroussaillement. Sauf que c'est pas du bois, c'est le genre de choses que tu viens de décrire et dont tu es victime. C'est quelque chose qui ne crée que des emmerdements et qui ne rapporte absolument rien. Et puis la deuxième chose que je voulais te répondre quand même, qu'il faut que vous sachiez, vous les futurs élus, mais les élus municipaux aussi, c'est qu'il y avait un truc très difficile à utiliser, qui est devenu aujourd'hui utilisable. C'est pas souvent qu'il y a des réformes réglementaires intelligentes. Là, il y en a une, ils faut en profiter. C'est la procédure des biens vacants et sans maître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une commune, si pendant 3 ans, on n'a pas reçu de paiement de l'impôt foncier, je parle du foncier non bâti bien sûr, vous pouvez déclencher la procédure. Il y a 2 types de procédures, ça peut durer 1 an ou 2 ans, c'est pas grand chose dans la durée de la vie rurale. En 1 an ou en 2 ans, vous récupérez ces parcelles-là et elles deviennent propriété municipale. Et vous pouvez à partir de là effectivement avoir le genre d'action nécessaire. C'est pas de la préemption, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait une cession, c'est pas de la préemption. Tu constates le non-paiement des impôts pendant 3 ans, tu engages la procédure, toi maire, la commune récupère les terrains, et à partir de ce moment-là, elle peut faire ce qu'il faut en termes de défrichage, etc. Donc c'est une vraie possibilité intéressante qui n'est pas utilisée. Hein. Sachez que ça se fait via la préfecture. Ce que je viens de vous dire, ça existe, et ce n'est pas utilisé. Si moi je l'utilise. Ouais, mais bon. La commune. Il y a un faire ça sur la commune. Il y a un cas particulier, quoi.
Hélas. Un témoignage, mais du coup peut-être un questionnement du coup, mais sur Crolles on a un projet d'association. On est en train de faire sur le coteau de Crolles un projet d'association, enfin on n'est pas en train de le faire, on accompagne un projet d'association foncière agricole sur le coteau, qui serait une association foncière agricole autorisée, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour l'idée d'avoir un périmètre qui ait du sens et non pas un terrain mité. Et moi, ce qui m'a interpellée, donc pour l'instant, on est à l'étude, hein, on a fait la réunion de propriétaires, après on a un groupe de travail, puis finalement les propriétaires sont revenus, donc on s'est dit c'est qu'il faut plus d'infos, enfin c'est un peu compliqué. Et dans la manière d'appréhender la propriété en France, c'est quand même un petit peu complexe. Donc d'un côté, on nous dit qu'il faut redonner les terres à l'agriculture, il faut raser les friches. De l'autre côté, on nous dit ben non, c'est ma parcelle, personne n'a le droit de me dire ce que je dois en faire et comment je dois la gérer. Donc il n'est pas question que je laisse la gestion à un tiers. Et là aussi, on est dans quelque chose de complexe. Et alors, ce qui est un peu nouveau, alors moi je trouve, mais je n'ai pas une expérience très longue, c'est aussi ces conflits d'usage. C'est-à-dire que sur ce projet qui a visé de lutter contre l'incendie, de redonner une dimension économique, de revaloriser une terre qui est en des espaces qui sont en train de se fermer, tout ça, eh ben, on a aussi, oui, mais qu'est-ce que c'est que les usages? Parce que moi, j'ai une parcelle, et ben, s'il y a un bois avec une cabane et une friche avec une cabane, c'est un usage et de la biodiversité, et je souhaite préserver ce qui, pour moi, est un usage. Et là, je me dis, ça devient quand même un tout petit peu compliqué, parce que, voilà, on est quand même confronté aussi à ces dimensions un peu nouvelle de l'espace naturel. Hein. Enfin, on a le coteau 20 mètres au-dessus qui est complètement vierge. Voilà, je trouve qu'individuellement, on est aussi un peu complexe. Alors, je ne sais pas comment on peut le porter et politiquement et au niveau citoyen, mais c'est difficile de faire avancer des projets quand il y a sans arrêt des recours, voilà, c'est un peu compliqué. L'intérêt général a perdu un peu de son sens. Voilà, je pense. Et ça, c'est des gens qui étaient dans l'AFP, enfin qui étaient dans la création de l'AFP et qui là maintenant disent... On n'en est pas encore à la création, ah oui. hein, on est dans parce que l'AFP elle a évolué maintenant. Alors, on ne peut pas faire une association, c'est pastoral. Non mais nous on n'est pas en altitude, donc on ne peut pas en faire. Non, mais il faut faire Non mais ça peut se faire... Alors ce qui est quand même compliqué, c'est qu'il n'y en a pas, en tout cas notre correspondant privilégié à la Chambre d'agriculture, on n'a pas encore trouvé qui lui aurait répondu en France, donc c'est un peu... Ce type d'association à cette altitude en plaine et en périurbain, ouais. Et en périurbain, c'est un peu... Non, mais ça va, on voit ça. Est-ce qu'on a autre chose à... Non, mais voilà, c'est-à-dire que même quand on a des projets, c'est pas simple. Enfin, les associations foncières, ça existe, c'est faisable, c'est pas le truc le plus difficile à faire. Il y en a plein, hein, en Isère, il y en a des dizaines. Non, il y en a du pastoral, il y en a du pas pastoral. Mais il y en a plus de pastoral. Mais de toute façon, l'association foncière pastorale, c'est une variante il y a un statut juridique, c'est l'association foncière. Après, elle est pastorale ou elle est telle ou telle vocation, mais c'est toujours la même base juridique, c'est l'association foncière. Donc, il y a vraiment moyen. Mais moi, ce que je comprends pas bien dans vos explications, et là vous avez quelque chose à vous emparer, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le PSADR, qu'est-ce qu'il y a dans le programme stratégique pour l'agriculture et le développement rural du Grésivaudan. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle, quoi. Enfin, pas grand-chose. Et là, il y a un vrai sujet, quoi, parce qu'il y a vraiment moyen de mener des actions. C'est un moyen financier qui est donné aux collectivités locales, et il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc s'il n'y a pas ce qu'il faut, ben, il faut vous en emparer, quoi. C'est étonnant, c'est étonnant. Mais même à travers le PPT, il y a de toute façon, à travers le PPT... Oui, bien sûr, il y a aussi les plans pastoraux territoriaux. Bah ouais. Mais ça, c'est pas la même... Enfin, les questions qui sont soulevées là, elles ne relèvent pas du pastoralisme, elles relèvent bien de l'étage en bas. Nous, on est installé sur une AFP, donc c'est pas en altitude, on a 580 mètres d'altitude. Donc notre exploitation, elle a été créée sur cette association de propriétaires. Et elle a à peu près 60 hectares. Et en fait, elle a 23 ans maintenant. Et à l'époque, enfin c'est toute une histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça a été très long.
Mais effectivement, l'AFP elle a un moyen de rassembler du foncier à des fins d'exploitation. Après, il faudrait peut-être faire évoluer un petit peu la législation, parce qu'effectivement, créer une AFP à 2000 mètres d'altitude, où il y a plein de parcelles, mais où il n'y a pas de propriétaires, il n'y a pas d'exploitants, c'est bien plus facile que de créer une AFP en zone encore exploitée, plus ou moins. Parce qu'il y a quand même des conflits très vite entre des exploitants plus ou moins clandestins, en guillemets, etc. Et nous, ça a été le cas, ça a été vraiment difficile, mais ça a été possible. Et puis en bas, il y a le mirage des terrains constructibles, ouais, il y a beaucoup de etc. choses. Mais c'est possible. Je peux dire encore? Bien sûr. Non, mais je ne me rends pas compte à quelle heure vous voulez arrêter. Alors, c'est moi qui fais plus de route. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas nous qui souffrons. Il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup dite, mais qui me paraît vraiment importante. C'est que nous sommes quand même, bon, il y a la plaine du Rézivaudan, il y a les coteaux, il y a le côté Beldon, il y a le côté Petite Roche et puis Chartreuse. On est sur des secteurs montagneux. Et on a un vrai problème, c'est que on s'est habitué ces dernières années avec les circuits courts, avec les AMAP, etc. On s'est mis à raisonner le foncier agricole, l'installation, dans une logique urbaine, périurbaine, maraîchage, AMAP, etc. Et bon, je suis très mal placé pour être contre les maraîchers, je vous l'ai dit. Hein. J'ai ma femme et mon fils aîné qui sont maraîchers. Donc, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas que ça. Et par rapport à ce qui a été dit là, et par rapport à ces questions d'enfrichement, etc., notamment sur des zones de côte, où aujourd'hui il y a des élevages laitiers qui se sont convertis en élevage viande, et des élevages viande qui se sont arrêtés et qui font de la grande culture, y compris chez moi en Trièves, à 800 mètres ou 900 mètres d'altitude, ce qui est complètement aberrant, mais c'est comme ça. On a un véritable problème de perte de terrain qui s'embroussaillent, etc. Parce que les quelques dizaines de maraîchers, il y a 25 maraîchers qui se sont installés entre la Matésine et le Trièves, donc entre 700 et 900 mètres. Donc il peut y en avoir. Mais par contre, ces gens-là, effectivement, ils cultivent entre 1,5 hectare et 3 hectares de terrain relativement plat, irrigable, à proximité du village, etc. Et ils ont raison de le faire et il y en a besoin. Mais ils ne répondent pas aux besoins fonciers en général. Et on a affaire, par exemple, à des gens qui sont des responsables syndicaux, qui sans arrêt nous disent, avec vos installations, vous ne traitez pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'il y a plusieurs dizaines d'hectares qui partent en broussailles et que ça. Donc on doit aussi travailler, et ça, je pense que le département pourrait vraiment travailler là-dessus avec les élus locaux et avec les agriculteurs en place, etc. Il nous faut travailler à des équilibres. On ne peut pas avoir des logiques seulement maraîchères. En termes d'alimentation de besoins des gens, par exemple, tout ce qui est céréales panifiables, pain fermier, c'est extrêmement important. Et dans les équilibres nutritionnels et du point de vue même du prix de revient pour les consommateurs, c'est des choses extrêmement importantes. On n'a pas dit tout à l'heure qu'un maraîcher a besoin, on l'a très peu dit en tout cas, qu'un maraîcher a besoin de fumier et qu'il faut qu'on ait une proximité organisée, même si ce n'est pas dans la même exploitation, entre céréaliers et éleveurs. Et voilà, il faut que, et ça a des répercussions foncières. Si on fait du plan d'aménagement agricole à l'intérieur d'un PLU, il faut intégrer ces choses-là. Avec les questions d'habitat, où est-ce qu'on les fait habiter, les nouveaux, etc. Mais c'est des vrais chantiers, mais c'est exaltant, quoi. Alors effectivement, il y a des endroits où il y a des choses qui avancent, avec des vraies politiques d'installation. Visiblement à Pinceau, je ne savais pas. Il faut m'inviter. Hein. Mais il y a plein d'autres endroits où il y a des choses qui se font et il faut que vous y alliez. Il faut prendre le taureau par les cornes. On parle d'élevage.
Alors, à part tous les points qu'on n'a pas évoqués, qu'il faudrait évoquer, qu'est-ce qu'il faudrait évoquer avant de passer aux agapes? Le Lyon-Turin. Je ne passerai pas aux agapes avec vous, parce que je veux rentrer, parce que j'habite loin et que demain matin je repars à 7 heures. Donc je ne participerai pas aux agapes. Non, il y a un truc qui n'a rien à voir avec le foncier ou pas, mais qui a été dit au début par Jean-Christophe et qui m'a touché, donc j'ai envie de réagir. Moi, j'ai milité toute ma vie depuis l'âge de 16 ans ou 16 ans et demi. J'ai jamais arrêté. J'ai toujours été militant associatif ou militant syndicaliste. Et je suis devenu élu pour la première fois de ma vie en 2004 comme conseiller régional. Je n'ai jamais eu aucun autre mandat d'ailleurs. Je ne connais que ça comme mandat. Mais c'est évident que depuis que je suis élu, en termes d'efficacité, soit en appuyant des dossiers locaux, soit en faisant évoluer les textes au niveau national, soit en votant des budgets, je me sens plus utile et plus efficace que ce que j'ai été dans toute ma vie avant. En 11 ans, je pense que j'ai été plus efficace que tout ce que j'ai fait avant. Donc je suis super content que vous soyez candidat. Et que vous ayez. Ils vont faire la même chose. Je ne peux pas me remonter les manches encore. Il ne faut pas que vous ayez froid. Il faut y aller. Il y en a besoin. On a besoin d'élus qui savent ce qu'ils veulent. Il y en a marre de cette politique pourrie dans laquelle on est tout le temps confronté, qui dégoûte tout le monde, qui crée de l'abstention, qui crée du vote au Front National avec des gens qui s'en foutent. Donc si vous en foutez pas, vous avez, nous on vous envoie toutes les ondes qu'on peut pour que vous soyez élus. Il y en a vraiment besoin. Eh bien merci, c'est vraiment ce qui nous meut dans ces candidatures, c'est vraiment ça. Merci de parler même à notre place, c'est les mots qu'on voudrait dire. Ça veut dire qu'un élu sert à quelque chose quand il est bien disposé. Après, c'est les convictions. Quand il a la volonté. Oui, la volonté. Merci, parce que c'est vrai que ça fait connaissance. Alors, Jean-Christophe, dis-moi, tu es d'accord? On va conclure là. Juste Claire, elle proposait qu'on parle du Lyon-Turin. Enfin, on ne va pas faire le débat du Lyon-Turin ici. Et juste un chiffre en tête, c'est quand même 1500 hectares de terres agricoles potentiellement qui sont rayés. Voilà. En dehors des 25 milliards, voire plus, d'argent public, Après, c'est pas dommage, mais je pense qu'on est plus sur notre secteur. Aujourd'hui, on débat pour les départementales chez nous. Et je veux dire, on a déjà suffisamment à faire. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'abandon, mais déjà, on voit tout le travail qu'il y a à faire aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, il faut être réactif, il faut se mobiliser, il faut travailler avec la communauté de communes dans la mesure où on peut travailler avec elle, mais il y a la DABEL, il y a plein d'organismes comme ça avec qui il faut travailler. Et puis il faut se lever les manches, et puis il ne faut pas hésiter à manifester, à râler, à faire des courriers. Ça paye toujours. Hein. De toute façon, il y a, je ne sais plus qui disait attendez, je me rappelle la femme, rien n'est... Ouais, oser, car le possible n'est pas loin après l'impossible. Ça, c'est une ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Oser, car le possible n'est pas loin après l'impossible. Il y avait encore une question. Là-dessus, c'est beau. Tu voulais dire quelque chose? Non. J'ai cru. Bon, merci vraiment. Merci. On a encore un petit moment à partager des délices. Et on peut encore un peu discuter. Je ne veux pas vous mettre à la porte du tout. Mais bon, on va déjà libérer notre conférencier principal parce qu'il faut qu'il rentre chez lui. Je voudrais dire un petit quelque chose. Il y a des documents, vous pouvez vous en servir abondamment. Vous pouvez convaincre les voisins, prendre des papiers, des tracts et diffuser autour de vous, surtout ne bougez pas. C'est là pour ça. Et je vous dis aussi, puisque notre ami de la Confédération paysanne